Rome, 11 août 1492. Dans la chapelle Sixtine, un homme de 61 ans vient d'être élu pape au 3e tour de scrutin. Son nom, Rodrigo Borgia. Sa méthode, la corruption la plus éhontée de l'histoire pontificale. Ce cardinal espagnol a littéralement acheté le trône de Saint-Pierre en distribuant palais, monastères et promesses d'évêché aux cardinaux électeurs. Les Romains découvrent avec stupeur leur nouveau pontife. Grand, corpulent, au regard perçant, Alexandre VI, c'est le nom qu'il a choisi, impose d'emblée sa personnalité. Contrairement à ses prédécesseurs qui cachaient leurs vices, cet homme affiche ouvertement ses maîtresses et reconnaît publiquement ses enfants illégitimes. Un scandale inouï pour l'époque. Rodrigo Borgia n'est pas n'importe qui. Neveu du pape Calixte III, il connaît parfaitement les rouages du Vatican. Depuis 1456, il occupe la fonction lucrative de vice-chancelier de l'Église, accumulant bénéfices et richesses. Mais surtout, il a développé un goût immodéré pour les plaisirs charnels qui va transformer le palais pontifical en théâtre de ses obsessions les plus sombres. Sa maîtresse officielle, Vanozza Catanei, une patricienne romaine de 10 ans sa cadette, lui a donné 4 enfants reconnus, Juan, César, Lucrèce et Geoffrey. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Car Alexandre s'y cache d'autres liaisons, d'autres enfants, et surtout des pratiques qui vont choquer la chrétienté entière. Dès son installation au Vatican, le nouveau pape bouleverse l'étiquette. Il fait venir ses maîtresses dans ses appartements privés, organise des banquets somptueux où se mêlent cardinaux et courtisanes, transforme la cour pontificale en salon de débauche. Les ambassadeurs étrangers, médusés, rapportent dans leur correspondance des scènes qui défient l'entendement, mais le plus troublant reste à venir. Car Alexandre VI va développer une obsession particulière pour ses propres filles, transformant l'amour paternel en passion interdite. Cette déviance va empoisonner toute sa famille et créer un cercle vicieux de désirs incestueux qui marquera à jamais l'histoire des Borgia. Avril 1480, Vanozza Catanei donne naissance à une petite fille aux cheveux dorés et aux yeux clairs. Lucrèce Borgia entre dans l'existence, ignorant encore qu'elle deviendra l'objet de toutes les convoitises, y compris les plus interdites. Son père, alors cardinal, la couve d'un amour démesuré qui cache déjà des arrière-pensées troublantes. Dès sa plus tendre enfance, Lucrèce fascine par sa beauté extraordinaire. Les chroniqueurs de l'époque rivalisent de superlatifs pour décrire sa grâce naturelle, sa chevelure blonde qui lui tombe jusqu'aux pieds, son teint de porcelaine et ses manières raffinées. Cette beauté précoce éveille chez son père des sentiments qui dépassent largement l'affection paternelle normale. Rodrigo veille personnellement à l'éducation de sa fille. Il lui fait donner les meilleurs maîtres, l'initie au latin, au grec, à la littérature, à la musique et à la danse. Cette formation exceptionnelle pour une femme de l'époque révèle ses ambitions particulières. Il veut faire de Lucrèce une créature parfaite, digne de ses fantasmes les plus secrets. Mais surtout, il ne supporte pas d'être séparé d'elle. Quand ses obligations l'éloignent de Rome, il lui écrit des lettres passionnées qui ressemblent davantage aux épanchements d'un amoureux qu'aux conseils d'un père. Ces correspondances, conservées dans les archives vaticanes, révèlent une relation déjà malsaine entre un homme de pouvoir et sa fille mineure. À l'adolescence, Lucrèce emménage définitivement au palais paternel. Officiellement, Rodrigo se présente comme son oncle pour préserver les apparences, mais cette comédie trompe peu de monde. Les domestiques remarquent ses visites nocturnes dans les appartements de la jeune fille, ses caresses déplacées lors des réceptions, son regard possessif quand d'autres hommes s'approchent d'elle. La transformation de Rodrigo en pape Alexandre VI va libérer tous ses instincts. Désormais protégé par l'immunité pontificale, il peut donner libre cours à ses pulsions sans craindre de sanctions. Lucrèce devient officiellement sa fille, mais officieusement bien davantage. Les rumeurs commencent à circuler dans Rome sur la nature exacte de leur relation. Le pape organise la vie de sa fille comme celle d'une maîtresse. Il lui offre des robes somptueuses taillées dans les soies les plus précieuses, des bijoux inestimables qui font d'elle la femme la mieux parée de Rome, des appartements somptueux décorés selon ses goûts personnels. Chaque attention révèle une possessivité maladive qui dépasse l'amour paternel. Les contemporains notent avec malaise que le pape ne peut rester un jour sans voir sa fille. Il prétexte des audiences officielles pour la faire venir dans ses bureaux, multiplie les réceptions où elle doit paraître à ses côtés, exige sa présence lors de tous ses déplacements
Cette dépendance affective cache des besoins plus charnels que spirituels. En 1491, Lucrèce n'a que 11 ans quand son père commence à négocier son premier mariage. Mais ses choix révèlent une stratégie particulière. Il privilégie systématiquement des unions qui peuvent être facilement annulées, gardant ainsi sa fille à sa disposition. Cette tactique matrimoniale dissimule ses véritables intentions. Le premier fiancé, Don Cherubino de Santel, un noble espagnol, voit ces négociations traîner en longueur. Alexandre VI multiplie les exigences, change les conditions, trouve toujours de nouveaux prétextes pour retarder la conclusion. En réalité, l'idée de voir sa fille partir en Espagne le révulse. Il veut la garder près de lui, sous son contrôle. Finalement, en juin 1493, Lucrèce épouse Giovanni Sforza, seigneur de Pesaro. Ce mariage politique vise à sceller une alliance avec le duché de Milan, mais Alexandre VI impose des clauses particulières. L'épouse restera au Vatican la plupart du temps, le mari ne pourra l'emmener dans ses terres qu'avec autorisation pontificale, tous leurs déplacements devront être approuvés par le pape. Ces conditions exceptionnelles intriguent les observateurs. Pourquoi un père impose-t-il de telles restrictions au mari de sa fille? Giovanni Sforza découvre rapidement la réponse. Quand il tente de consommer son mariage, Lucrèce se montre réticente, évoquant des obligations envers son père qui passent avant ses devoirs conjugaux. Le jeune époux comprend qu'il ne récupérera jamais vraiment sa femme. Alexandre VI la fait venir quotidiennement dans ses appartements pour de prétendues consultations politiques qui s'éternisent. Il organise des dîners intimes où Giovanni n'est pas convié, emmène Lucrèce en promenade privée dans les jardins du Vatican, la garde auprès de lui lors de ses siestes. Cette situation humiliante pousse Giovanni Sforza à la révolte. Il exige de pouvoir emmener sa femme à Pesaro, conformément aux usages matrimoniaux de l'époque. Mais Alexandre VI refuse catégoriquement. La rupture devient inévitable quand les intérêts politiques changent et que l'alliance avec Milan ne présente plus d'avantages. En 1497, le pape décide d'annuler le mariage de sa fille, officiellement pour non-consommation, mais cette excuse légale cache d'autres motivations. Il veut récupérer Lucrèce dans son état de jeune fille, effacer cette parenthèse conjugale qui l'a éloignée de lui, recommencer à zéro leur relation particulière. Giovanni Sforza, humilié par l'obligation de déclarer publiquement son impuissance, explose de rage. Il lance alors l'accusation qui va poursuivre les Borgia pendant des siècles. Le pape veut sa fille pour lui seul car il couche avec elle. Cette phrase, prononcée devant témoins, révèle au grand jour les soupçons de toute la cour romaine. Loin de démentir, Alexandre VI se contente de sourire. Il a récupéré sa fille. C'est tout ce qui compte. Désormais libre, Lucrèce peut reprendre sa place dans les appartements pontificaux, partager les repas paternels, accompagner le pape dans ses voyages officiels. Cette proximité retrouvée comble Alexandre VI de bonheur. Mais Lucrèce n'est pas la seule fille d'Alexandre VI à subir ces attentions particulières. Le pape cache soigneusement l'existence de deux autres filles, nées de mères inconnues, Isabella et Girolama Borgia. Ces enfants, maintenus dans l'ombre de l'histoire officielle, vivent au Vatican sous la protection directe de leur père. Isabella, l'aînée, ressemble physiquement à Lucrèce avec ses cheveux dorés et son teint clair. Née vers 1467, elle a grandi dans le secret le plus absolu, éduquée par des précepteurs privés, coupée du monde extérieur. Alexandre VI la présente officiellement comme sa nièce, mais leur ressemblance physique trahit la vérité de leur filiation. Les rares témoins qui l'ont aperçue décrivent une jeune femme d'une beauté saisissante, mais au regard étrangement vide. Cette absence psychologique intrigue les observateurs qui ne comprennent pas pourquoi cette prétendue nièce du pape semble si effacée, si soumise, si résignée à son sort. Girolama, plus jeune, présente les mêmes caractéristiques. Née vers 1472, elle vit également recluse dans les appartements pontificaux, sans contact avec l'extérieur, sans amis de son âge, sans perspective d'avenir matrimonial. Cette situation anormale pour des filles de la noblesse révèle les intentions particulières de leur père. Alexandre VI justifie cette réclusion par des motifs de sécurité. Ces filles seraient menacées par ses ennemis politiques et doivent donc rester cachées au Vatican. Cette explication rassure les naïfs, mais les observateurs avertis y décèlent d'autres raisons. Le pape veut garder ses filles pour lui seul, loin des regards indiscrets. Les domestiques du Vatican
rapportent des détails troublants sur la vie de ces jeunes femmes. Elles ne sortent jamais de leurs appartements sans escorte, ne reçoivent aucun visiteur masculin, passent leur journée en compagnie exclusive de leur père ou de servantes triées sur le volet. Cette existence carcérale révèle l'emprise absolue qu'Alexandre VI exerce sur elles. Plus inquiétante encore, ces filles ne sont promises en mariage à personne. Contrairement à Lucrèce, dont les unions politiques servent les intérêts familiaux, Isabella et Girolama semblent destinées à rester définitivement auprès de leur père. Cette situation exceptionnelle alimente les rumeurs sur leur véritable relation. Les rares fois où elles apparaissent en public, lors de grandes cérémonies religieuses, leur comportement interpelle, elles restent constamment près du pape, évitent les contacts avec d'autres hommes, semblent terrorisées à l'idée de s'éloigner de sa protection. Cette dépendance psychologique évoque davantage la soumission de concubines que l'affection de filles. Les chroniqueurs de l'époque, pourtant habitués au scandale de la cour pontificale, expriment leur malaise face à ces jeunes femmes fantômes. Leur existence même constitue un mystère que seul Alexandre VI peut élucider, mais le pape se garde bien de fournir des explications satisfaisantes sur leur statut réel. Octobre 1500, une date qui restera gravée dans l'histoire comme l'une des plus honteuses de la papauté. Ce soir-là, Alexandre VI organise dans ses appartements privés une orgie d'une ampleur inégalée, connue sous le nom de « banquet des châtaignes ». Mais ce qui rend cette soirée unique, c'est la participation active de ses propres filles. John Burckhardt, le maître des cérémonies pontificales, note dans son journal secret les détails de cette nuit d'horreur. 50 courtisanes romaines ont été convoquées au Vatican pour divertir le pape et ses invités. Mais Alexandre VI a une exigence particulière. Ses filles doivent assister au spectacle et y participer. Lucrèce, alors âgée de 21 ans et officiellement mariée à son deuxième époux, arrive vêtue d'une robe de soie noire qui met en valeur sa beauté. Isabella et Girolama l'accompagnent, parées comme des princesses mais le regard fuyant. Leur présence dans ce lieu de débauche choque même les habitués des scandales pontificaux. Le banquet commence normalement, avec les fastes habituels de la cour pontificale. Mais rapidement, l'ambiance dégénère. Sur ordre du pape, les courtisanes se dévêtent et commencent à se livrer à des actes obscènes devant l'assistance. Alexandre VI observe le spectacle depuis son trône, souriant de satisfaction. Puis vient le moment le plus choquant. Le pape invite ses filles à rejoindre les prostituées. Lucrèce, sous le regard hypnotique de son père, commence à se déshabiller lentement. Isabella et Girolama suivent son exemple, comme si elles obéissaient à un rituel familier. Cette scène révulse même les invités les plus dépravés. Burckhardt décrit avec précision la suite des événements. Alexandre VI dirige personnellement les ébats de ses filles, leur indiquant quels hommes rejoindre, quelle position adopter, quelles caresses prodiguer. Il transforme ses propres enfants en instruments de son plaisir voyeuriste, orchestrant leurs relations sexuelles comme un spectacle personnel. Les invités assistent, médusés, à cette profanation de tous les tabous. Un père qui prostitue ses filles devant témoins, qui guide leurs gestes intimes, qui jouit visuellement de leur avilissement dépasse l'entendement humain. Même dans la Rome corrompue de la Renaissance, de telles pratiques dépassent les limites du supportable. Mais Alexandre VI ne s'arrête pas là. Selon les témoignages, il caresse publiquement Lucrèce pendant qu'elle s'accouple avec d'autres hommes, embrasse Isabella sur la bouche devant l'assemblée, passe ses mains sur le corps nu de Girolama, comme s'il vérifiait sa marchandise. Ces gestes paternels dénaturés révèlent l'étendue de sa perversion. La nuit se prolonge jusqu'à l'aube dans cette atmosphère de sabbat démoniaque. Le pape du monde chrétien transforme le palais pontifical en lupanar, utilise ses filles comme objets sexuels, souille par sa présence les actes les plus intimes. Cette profanation marque l'apogée de la décadence morale des Borgia. Mars 1498. Lucrèce donne naissance à un enfant dans le plus grand secret. Officiellement, elle s'était prise d'un jeune domestique du Vatican nommé Perotto pendant sa réclusion au couvent de San Sisto en attendant l'annulation de son premier mariage. Mais les rumeurs qui circulent dans Rome évoquent une paternité bien plus scandaleuse. L'enfant, un garçon prénommé Giovanni, présente des traits qui interpellent les observateurs. Sa ressemblance avec Alexandre VI frappe tous ceux qui l'aperçoivent. Le même nez aquilin, les mêmes yeux perçants, le même port altier que le pape.
Cette similitude physique alimente les spéculations sur ses véritables origines. L'affaire devient explosive quand César Borgia, le frère de Lucrèce, apprend la grossesse de sa sœur. Dans un accès de rage incontrôlable, il pourchasse Perotto à travers le palais pontifical, l'épée à la main. Le malheureux domestique tente de se réfugier sous la cape d'Alexandre VI, assis sur son trône, mais César le transperce de coups sans égard pour la présence paternelle. Le sang éclabousse le visage du Saint-Père qui reste impassible, comme si cette violence était normale dans sa famille. Perotto s'effondre, mortellement blessé, tandis que César justifie son acte par ces mots terrifiants « Personne ne touche à ce qui appartient aux Borgia ». Cette phrase révèle l'étendue de la possessivité maladive qui unit les membres de cette famille. Mais pourquoi une telle fureur de la part de César? Les témoins parlent d'une jalousie fraternelle qui dépasse l'entendement. César ne supporterait pas que sa sœur appartienne à un autre homme, fût-il un simple domestique. Cette réaction disproportionnée évoque des sentiments qui dépassent l'affection fraternelle normale. Pour couvrir le scandale de cette naissance illégitime, Alexandre VI émet 2 bulles pontificales contradictoires concernant l'enfant. La première, datée du 1er septembre 1500, désigne Giovanni comme le fils naturel de César et d'une femme non mariée. La seconde, émise le même jour, le reconnaît comme son propre fils. Cette manipulation juridique révèle l'embarras du pape face à une situation qu'il ne peut expliquer normalement. Pourquoi changer la paternité officielle d'un enfant si tout était clair? Ces documents officiels trahissent les zones d'ombre qui entourent la conception de Giovanni et alimentent les pires soupçons. La vérité sur cet enfant romain reste l'un des mystères les plus troublants de l'histoire des Borgia. Les historiens débattent encore de sa paternité réelle, mais les indices convergent vers une conclusion dérangeante. L'enfant pourrait être né des relations incestueuses entre Alexandre VI et sa fille Lucrèce. Cette hypothèse expliquerait la colère de César, jaloux des privilèges paternels, la manipulation des documents officiels, le secret absolu qui entoure cette naissance. Elle révélerait surtout l'étendue des pratiques incestueuses au sein de la famille pontificale, transformant le Vatican en théâtre de tous les tabous. César Borgia, le fils préféré d'Alexandre VI, développe très tôt une obsession maladive pour sa sœur Lucrèce. Cette passion destructrice va empoisonner toute sa vie et le pousser aux actes les plus criminels. Défroqué à sa demande en 1498, il devient le bras armé de son père et le gardien jaloux de la vertu familiale. Dès l'enfance, César manifeste une possessivité excessive envers Lucrèce. Il ne supporte pas qu'elle joue avec d'autres garçons, surveille ses moindres gestes, éloigne les prétendants potentiels par des menaces à peine voilées. Cette attitude révèle des sentiments qui dépassent largement l'affection fraternelle normale. Quand Lucrèce épouse Giovanni Sforza en 1493, César entre dans une rage froide. Il multiplie les provocations envers son beau-frère, lui rend la vie impossible au Vatican, sabote tous ses efforts de rapprochement conjugal. Cette hostilité systématique vise à détruire le mariage de sa sœur pour la récupérer. La situation s'aggrave quand Lucrèce se remarie avec Alphonse d'Aragon en 1498. Cette fois, elle semble réellement amoureuse de son jeune époux, beau comme un dieu et d'un caractère agréable. Cette idylle conjugale rend César fou de jalousie, incapable d'accepter le bonheur de sa sœur avec un autre homme. Les témoins rapportent des scènes troublantes entre César et Lucrèce. Il l'embrasse avec une passion qui dépasse les convenances fraternelles, la caresse devant témoins, exige qu'elle passe plus de temps avec lui qu'avec son mari. Ces comportements déplacés alimentent les rumeurs sur la nature exacte de leur relation. En juillet 1500, César organise un attentat contre Alphonse d'Aragon. Sur les marches de la basilique Saint-Pierre, des sicaires attaquent le jeune homme et le laissent pour mort. Mais Alphonse survit miraculeusement à ses blessures et commence à se rétablir sous les soins attentifs de Lucrèce. Cette récupération contrarie profondément César qui ne supporte pas de voir sa sœur jouer les infirmières dévouées auprès de son mari. Un mois plus tard, il se rend personnellement dans la chambre de convalescence et étrangle Alphonse de ses propres mains. Ce meurtre gratuit révèle l'étendue de sa jalousie maladive. Les mots qu'il prononce après ce crime glacent le sang. « Ce que le pape ne défait pas le jour, je le défais la nuit ». Cette phrase révèle la complicité objective d'Alexandre VI dans les crimes de son fils.
Le père couvre les meurtres fratricides parce qu'ils servent ses propres intérêts incestueux. Lucrèce, effondrée par la mort de l'homme qu'elle aimait, se brouille temporairement avec César. Mais cette rupture ne dure pas. La pression familiale, les menaces voilées, l'isolement psychologique ont raison de sa résistance. Elle finit par accepter un troisième mariage, toujours sous la surveillance étroite de son frère. Les contemporains d'Alexandre VI laissent des témoignages accablants sur les mœurs de sa famille. Ces accusations ne proviennent pas d'ennemis politiques cherchant à nuire, mais de sources multiples et indépendantes qui convergent vers la même réalité sordide. Le pape entretient des relations incestueuses avec ses filles. Polo Capello, ambassadeur de Venise, écrit dans une dépêche diplomatique « Sa sainteté ne dissimule plus ses relations charnelles avec sa fille Lucrèce, qu'il traite publiquement comme sa maîtresse. » Cette accusation, formulée dans un document officiel, révèle que les chancelleries européennes connaissent la vérité sur les Borgia. Francesco Matarazzo, chroniqueur florentin pourtant peu suspect de sympathie antipontificale, ajoute « Le pape Alexandre fait de sa fille ce qu'un père ne devrait jamais faire, la souillant par des attouchements contre nature. » Ces mots, d'une gravité exceptionnelle, émanent d'un témoin réputé fiable et modéré dans ses jugements. Johannes Burckhardt, le maître des cérémonies pontificales, accumule dans son journal secret les détails les plus compromettants. Il décrit Alexandre si caressant les seins de Lucrèce lors d'un banquet officiel, l'embrassant sur la bouche devant les cardinaux, la faisant asseoir sur ses genoux comme une courtisane. Ces gestes publics confirment les rumeurs privées. Le poète napolitain Jacopo Sannazaro compose cet épigramme cruel qui fait le tour de l'Europe. Dans ce tombeau d'or Lucrèce, qui fut tout à la fois fille, épouse et belle-fille d'Alexandre VI. Cette formule assassine révèle que l'opinion publique culturde connaît parfaitement la nature des relations incestueuses dans la famille Borgia. Même les cardinaux, pourtant tenus au silence par leur fonction, laissent filtrer leur écœurement. Le cardinal Giuliano della Rovere, futur pape Jules II, écrit à un confident « Nous avons pour Saint-Père un homme qui souille sa propre progéniture et transforme le palais apostolique en lupanar. » Cette condamnation, émanant d'un prince de l'Église, porte un poids considérable. Les diplomates étrangers rivalisent dans leur correspondance pour décrire les scènes choquantes dont ils sont témoins au Vatican. Le duc de Ferrare relate une audience où le pape a fait asseoir Lucrèce sur le bras de son trône papal, la caressant ostensiblement pendant qu'il recevait des évêques. Cette profanation de la majesté pontificale révulse même les habitués des cours italiennes. Ces témoignages concordants, issus de milieux différents et parfois opposés politiquement, rendent impossible la thèse de la pure calomnie. Diplomates, chroniqueurs, prélats, poètes, tous décrivent les mêmes comportements incestueux, les mêmes gestes déplacés, les mêmes profanations familiales au cœur du Vatican. L'accumulation de ces preuves morales constitue un faisceau d'indices écrasant contre Alexandre VI. Aucun pape de l'histoire n'a fait l'objet d'accusations aussi graves, émanant de sources aussi nombreuses et variées. Cette convergence témoigne d'une réalité que même les apologistes des Borgia peinent à contester. Mais les filles légitimes d'Alexandre VI ne sont pas ses seules victimes. En 1489, alors qu'il n'est encore que cardinal, Rodrigo Borgia fait la connaissance de Julia Farnèse, une jeune patricienne romaine de 15 ans à peine. Cette rencontre va déclencher un nouveau scandale et révéler l'étendue de ses appétits déviants. Julia présente le profil type des femmes qui attirent Rodrigo. Très jeune, blonde, d'une beauté éblouissante et surtout socialement dépendante de sa protection. Fille d'une famille noble mais désargentée, elle représente la proie idéale pour un prédateur de haut rang qui mélange pouvoir et perversion sexuelle. Dès leur première rencontre, le futur pape manifeste un intérêt démesuré pour cette adolescente. Il lui rend visite quotidiennement, lui offre des présents somptueux, intervient pour favoriser sa famille dans diverses affaires. Cette générosité cache des intentions moins honorables que ne le laissent supposer les apparences. En 1489, Giulia épouse Orsino Orsini, un mariage arrangé qui sert les intérêts politiques de Rodrigo Borgia. Mais ce mari complaisant accepte de fermer les yeux sur la liaison de sa femme avec le puissant cardinal. Cette complaisance révèle l'étendue de la corruption qui gangrène la société romaine de l'époque. Quand Rodrigo devient pape Alexandre VI en 1492, Giulia s'installe officiellement au Vatican comme nièce du Saint-Père.
Cette couverture légale trompe peu de monde. Les Romains surnomment ironiquement la jeune femme l'épouse du Christ, tant sa position ressemble à celle d'une concubine papale officielle. Mais le plus troublant dans cette liaison réside dans l'âge de Giulia. À 15 ans lors de leur rencontre, elle pourrait être la fille d'Alexandre VI qui en a alors 58. Cette différence d'âge vertigineuse évoque davantage une relation père-fille qu'une liaison amoureuse normale entre adultes consentants. Les témoins rapportent que le pape traite Giulia exactement comme il traite Lucrèce. Même caresse publique, même possessivité maladive, même jalousie quand d'autres hommes s'approchent d'elle. Cette similitude de comportement révèle un schéma psychologique récurrent chez Alexandre VI qui reproduit avec toutes ses filles adoptives ou biologiques les mêmes patterns incestueux. Plus inquiétant encore, le pape organise régulièrement des soirées privées où se retrouvent Lucrèce, Isabella, Girolama et Giulia. Ces 4 jeunes femmes, toutes liées à lui par des relations équivoques, constituent son harem personnel au cœur du Vatican. Cette polygamie de fait choque même les habitués des scandales pontificaux. Les chroniqueurs décrivent des scènes surréalistes où Alexandre VI préside ses réunions féminines comme un sultan au milieu de ses odalisques. Il distribue les caresses, organise les toilettes, décide des tenues que chacune doit porter. Ce contrôle absolu sur l'intimité de ces femmes révèle l'étendue de sa domination psychologique et sexuelle. Pour maintenir ses pratiques secrètes et éviter les dénonciations, Alexandre VI met en place un système de terreur qui assure l'omerta autour de sa famille. Domestiques, gardes, secrétaires, tous ceux qui approchent les appartements pontificaux vivent sous la menace permanente d'une mort violente s'ils parlent de ce qu'ils ont vu. Les méthodes d'intimidation sont variées et efficaces. Les témoins gênants disparaissent mystérieusement, retrouvés noyés dans le Tibre ou empoisonnés dans leur lit. Ces morts suspectes rappellent à chacun les risques encourus par ceux qui trahiraient les secrets familiaux. Cette terreur organisée protège les Borgia des indiscrétions. César Borgia joue un rôle central dans ce système répressif. Officiellement capitaine général des armées pontificales, il devient officieusement le chef des services secrets familiaux. Ces hommes surveillent en permanence les domestiques du Vatican, interceptent leurs correspondances, rapportent leurs conversations privées. Les servantes qui s'occupent des appartements de Lucrèce, Isabella et Girolama sont triées sur le volet. Originaires d'Espagne pour la plupart, elles dépendent entièrement de la protection des Borgia et n'ont aucun contact avec l'extérieur. Cette sélection minutieuse garantit leur silence absolu sur ce qu'elles peuvent observer. Mais la méthode la plus efficace reste la corruption. Alexandre VI distribue généreusement charges ecclésiastiques, bénéfices financiers et faveurs politiques à tous ceux qui ferment les yeux sur ces pratiques. Cette générosité intéressée achète les consciences et assure la complicité active de son entourage. Le pape utilise également le secret de la confession pour neutraliser ses opposants. Il force les prêtres à lui rapporter ce que les fidèles confessent concernant sa famille, violant ainsi le sacrement de pénitence pour ses besoins personnels. Cette profanation religieuse révèle l'étendue de sa corruption morale. Les cardinaux eux-mêmes vivent sous la menace permanente. Ceux qui manifestent leur désapprobation face aux mœurs pontificales voient leurs revenus diminuer, leurs privilèges supprimés, leurs familles menacées. Cette pression constante maintient un silence complice au sein du Sacré Collège. Alexandre VI maîtrise parfaitement l'art du chantage. Il accumule des dossiers compromettants sur chacun de ses collaborateurs, révélant leurs vices cachés, leurs malversations financières, leurs liaisons secrètes. Cette connaissance intime des faiblesses d'autrui lui assure une loyauté forcée mais efficace. Les rares tentatives de dénonciation sont immédiatement étouffées. Quand le moine Savonarole dénonce publiquement la corruption pontificale et évoque les abominations qui se déroulent au Vatican, Alexandre VI organise sa capture et son exécution. Cette élimination spectaculaire décourage les vocations de justiciers. Au-delà des banquets exceptionnels comme celui des Châtaignes, les appartements pontificaux vivent dans un état de débauche permanent qui choque tous les visiteurs. Alexandre VI a transformé sa résidence officielle en théâtre de ses fantasmes, mélangeant sacré et profane dans une promiscuité révoltante. Les décors eux-mêmes reflètent cette perversion. Le pape fait orner ses salons privés de fresques érotiques représentant des scènes mythologiques où domine la nudité et la sensualité. Ces œuvres d'art, commandées aux meilleurs peintres de l'époque, créent une atmosphère de sensualité permanente qui prépare au débordement. Dans ces décors païens,
Alexandre VI reçoit quotidiennement ses filles pour des audiences privées qui n'ont rien d'officiel. Lucrèce arrive généralement vers midi, vêtue de robes décolletées qui mettent en valeur sa poitrine. Isabella et Girolama la rejoignent dans l'après-midi, parées comme des courtisanes de luxe. Ces réunions familiales suivent un rituel précis que les domestiques ont fini par connaître par cœur. Le pape commence par embrasser tendrement ses filles, puis les fait asseoir près de lui sur de larges divans recouverts de soies orientales. Les caresses deviennent progressivement plus intimes, les mains se glissent sous les étoffes. Les témoins décrivent des scènes qui défient l'entendement. Alexandre VI dénude partiellement ses filles sous prétexte de vérifier leurs bijoux, caresse leur corps comme un amateur évalue sa marchandise, les embrasse sur la bouche avec une passion qui n'a rien de paternel. Ces gestes incestueux se déroulent en présence de secrétaires médusés. Mais le pape ne se contente pas de caresses. Les domestiques rapportent l'avoir surpris en position compromettante avec Lucrèce dans son bureau privé, explorant son corps avec ses mains pendant qu'elle restait passive et résignée. Ces attouchements répétés révèlent l'étendue des services que la jeune femme doit rendre à son père. Les soirées sont encore plus explicites. Alexandre VI organise régulièrement des dîners intimes où ne sont conviés que ses filles et quelques invités triés sur le volet. L'alcool délie les langues et libère les instincts. Le pape encourage alors ses filles à se dévêtir progressivement, transformant le repas en striptease familial. Ces exhibitions privées préparent aux actes plus graves. Selon les témoignages les plus accablants, Alexandre VI consomme régulièrement l'inceste avec ses 3 filles, tantôt séparément dans l'intimité de leur chambre, tantôt collectivement lors de ses soirées démoniaques. Cette polygamie incestueuse dépasse tous les tabous civilisationnels. Le pape justifie ces pratiques par des références savantes aux pharaons d'Égypte et aux empereurs romains qui épousaient leurs sœurs. Cette culture humaniste détournée de son sens légitime ses crimes et impose le silence à ses victimes culpabilisées. Il transforme l'inceste en tradition aristocratique raffinée. Au fil des années, les grossesses mystérieuses se multiplient dans l'entourage immédiat d'Alexandre VI. Après l'énigme de l'enfant romain né de Lucrèce, d'autres naissances alimentent les rumeurs sur les pratiques incestueuses du pape et révèlent l'étendue du scandale familial. En 1500, Isabella Borgia accouche discrètement d'un enfant dont la paternité reste officiellement inconnue. Cette naissance, soigneusement dissimulée, ne fait l'objet d'aucune reconnaissance pontificale. L'enfant disparaît mystérieusement quelques mois plus tard, probablement éliminé pour éviter les questions embarrassantes sur ses origines. 2 ans plus tard, c'est au tour de Girolama de donner naissance à un bâtard anonyme. Comme pour sa demi-sœur, cette grossesse est cachée du public et l'enfant ne survit pas longtemps. Cette mortalité infantile, suspecte, évoque l'élimination systématique des preuves vivantes des crimes pontificaux. Ces naissances clandestines révèlent l'existence d'un réseau organisé pour couvrir les conséquences des pratiques incestueuses d'Alexandre VI. Sages-femmes discrètes, nourrices complices, médecins silencieux, tout un système permet au pape de gérer les grossesses non désirées de ses victimes. Mais parfois, les preuves échappent à ce contrôle. En 1502, Lucrèce met au monde un second enfant illégitime, officiellement attribué à une nouvelle liaison avec un gentilhomme romain. Mais les traits de ce nouveau-né rappellent étrangement ceux d'Alexandre VI, alimentant les soupçons sur sa véritable paternité. Cette fois, le pape ne peut éliminer l'enfant sans provoquer un scandale majeur. Il l'adopte officiellement comme son fils spirituel et le place dans une famille noble de ses obligés. Cette solution de compromis permet de sauver les apparences tout en gardant l'enfant sous surveillance. Les médecins de la cour pontificale vivent un calvaire moral face à ces situations récurrentes. Contraints au secret professionnel mais révoltés par ce qu'ils découvrent, ils accumulent les témoignages compromettants dans leurs journaux privés. Ces documents, découverts des siècles plus tard, confirment les pires accusations. Le docteur Toriani, médecin personnel d'Alexandre VI, note dans ses mémoires « Sa sainteté me demande régulièrement des potions abortives pour ses filles, comme si ces jeunes femmes étaient ses concubines plutôt que sa progéniture. » Cette confidence médicale révèle la routine des pratiques incestueuses pontificales. Ces avortements répétés expliquent peu être pourquoi Isabella et Girolama ne donnent officiellement naissance à aucun enfant viable. Leurs grossesses sont systématiquement interrompues pour éviter les complications politiques. Cette brutalité médicale révèle le mépris d'Alexandre VI pour la santé de ses propres filles. Contrairement à ses demi-sœurs Isabella et Girolama, qui semblent résignées à leur sort,
Lucrèce Borgia tente plusieurs fois de résister à l'emprise incestueuse de son père. Ces révoltes, rapidement matées, révèlent la force de caractère de la jeune femme et l'ampleur de la violence psychologique qu'elle subit. La première rébellion survient en 1497 quand Alexandre VI annule son mariage avec Giovanni Sforza. Lucrèce refuse d'abord de rentrer au Vatican, préférant rester dans son couvent de San Sisto. Cette résistance passive exaspère le pape qui fait cerner l'établissement religieux par ses gardes. Face à cette démonstration de force, Lucrèce comprend qu'aucun lieu saint ne peut la protéger de la volonté paternelle. Elle accepte de regagner le palais pontifical, mais impose ses conditions. Appartements séparés, audience publique uniquement, présence permanente de dames de compagnie. Ces précautions révèlent sa conscience du danger, mais Alexandre VI contourne habilement ces obstacles. Il fait congédier progressivement les dames de compagnie sous divers prétextes, multiplie les prétendues urgences qui justifient des audiences privées, s'introduit dans les appartements de sa fille à des heures indues. Cette pression constante finit par briser la résistance de Lucrèce. La deuxième révolte éclate en 1500, après l'assassinat d'Alphonse d'Aragon par César Borgia. Cette fois, Lucrèce exprime ouvertement sa révolte contre la violence familiale. Elle refuse de revoir son frère, menace de révéler publiquement les crimes des Borgia, évoque même la possibilité de se réfugier dans un couvent définitif. Cette rébellion ouverte terrifie Alexandre VI qui sent son emprise lui échapper. Il mobilise tous ses talents de manipulateur pour reconquérir sa fille. Alternant menaces voilées et déclarations d'amour paternel, chantage affectif et promesses de liberté future, il parvient à ébranler la détermination de Lucrèce. L'arme la plus efficace du pape reste l'isolement psychologique de sa victime. Il coupe Lucrèce de tous ses soutiens extérieurs, interdit les visites d'amis, contrôle sa correspondance, surveille ses moindres gestes. Cette claustration dorée crée une dépendance affective qui brise toute velléité de résistance. Alexandre VI utilise également la culpabilisation religieuse pour maintenir sa domination. Il explique à Lucrèce que la résistance à l'autorité paternelle constitue un péché grave, que l'obéissance filiale prime sur tous les autres devoirs. Cette manipulation spirituelle achève de détruire les défenses psychologiques de la jeune femme. Progressivement, Lucrèce sombre dans une forme de syndrome de Stockholm qui la lie à son bourreau. Elle finit par accepter, puis justifier, enfin défendre les pratiques paternelles. Cette soumission psychologique révèle l'efficacité des méthodes de conditionnement mental utilisées par Alexandre VI. Les pratiques d'Alexandre VI ne se limitent pas à ses filles biologiques. Le pape étend progressivement son emprise sexuelle à toutes les jeunes femmes de son entourage, créant un véritable réseau de relations incestueuses qui gangrènent toute sa cour. Cette extension révèle l'ampleur de sa pathologie. Adriana de Mila, sa cousine et confidente, lui procure régulièrement de nouvelles victimes potentielles. Cette femme sans scrupules fait office de proxénète papale, repérant dans l'aristocratie romaine les jeunes filles vulnérables susceptibles d'intéresser Alexandre VI. Son rôle d'intermédiaire révèle l'organisation systématique de ces abus. Les critères de sélection sont précis. Très jeunes, idéalement orphelines ou issues de familles endettées, belles selon les canons de l'époque, et surtout socialement dépendantes de la protection pontificale. Ces conditions garantissent la soumission des victimes et leur silence face aux agressions subies. Une fois repérées, ces jeunes femmes sont introduites au Vatican sous divers prétextes. Dames de compagnie de Lucrèce, nièces nécessiteuses à protéger, promises de mariage politique à négocier. Ces couvertures légales masquent leur véritable fonction d'objet sexuel pour le pape et sa famille. César Borgia participe activement à ce système d'exploitation. Ses campagnes militaires lui permettent d'enlever des jeunes filles dans les territoires conquis et de les ramener au Vatican comme prisonnières de guerre. Ces captures, officiellement motivées par des raisons politiques, alimentent en réalité le harem paternel. Le fonctionnement de ce réseau révèle une perversion qui dépasse l'individu Alexandre VI pour contaminer tout son entourage. Cardinaux complices, nobles proxénètes, domestiques voyeurs, toute une société participe à l'exploitation sexuelle organisée au cœur du monde chrétien. Les victimes les plus jeunes subissent un conditionnement particulier. Isolées de leur famille, privées d'éducation morale, soumises dès l'enfance aux caresses pontificales, elles grandissent en considérant ces pratiques comme normales. Cette perversion de l'innocence peut être le crime le plus grave d'Alexandre VI. Certaines de ces jeunes femmes
finissent par développer une dépendance psychologique totale envers leur bourreau. Incapables d'imaginer une existence loin du Vatican, terrorisées à l'idée de perdre la protection pontificale, elles deviennent les complices actifs de leurs propres abus et participent au recrutement de nouvelles victimes. Ce cycle infernal de la violence sexuelle se perpétue et s'amplifie au fil des années. Chaque nouvelle victime contribue à banaliser les pratiques incestueuses, à étendre le réseau de complicité, à enraciner davantage la culture du viol au cœur de l'institution pontificale. Août 1503. Alexandre VI, âgé de 72 ans, ressent les premiers signes de la maladie qui va l'emporter. Affaibli par des années de débauche et d'excès, miné par la syphilis contractée dans sa jeunesse, le pape voit sa santé décliner rapidement. Cette agonie va libérer ses victimes d'un cauchemar qui dure depuis des décennies. Le 18 août, lors d'un banquet organisé dans une villa romaine, Alexandre VI et César sont pris simultanément de malaise violent. Les symptômes évoquent un empoisonnement, vomissements, fièvre, convulsions. L'ironie veut que ces spécialistes du poison soient peu être victimes de leur propre méthode. Les témoins décrivent une agonie effrayante. Alexandre s'y délire, parlant de démons venus le chercher, évoquant ses péchés innommables, implorant le pardon pour ses crimes. Ces derniers mots, selon Burckhardt, concernent ses filles. « Pardonnez-moi ce que j'ai fait à mes enfants. J'ai souillé ce qu'un père doit protéger. » Cette confession ultime, arrachée par la souffrance et la proximité de la mort, constitue peu être l'aveu le plus explicite des pratiques incestueuses d'Alexandre VI. Même dans ses derniers instants, obsédé par la culpabilité, il ne peut oublier les crimes qui ont empoisonné sa vie familiale. Le pape refuse les derniers sacrements, repoussant violemment le prêtre qui tente de l'absoudre. Cette révolte finale contre l'Église qu'il a dirigée révèle, peut être la conscience aiguë de ses péchés irrémissibles. Aucune absolution ne peut effacer l'horreur de l'inceste pontifical. Il expire le 18 août 1503, dans d'atroces souffrances, abandonné de tous. Même ses plus fidèles serviteurs fuient ces derniers instants, épouvantés par les blasphèmes qui sortent de sa bouche mourante. Cette solitude finale symbolise l'isolement moral d'un homme qui a trahi tous les liens sacrés. La nouvelle de sa mort provoque une liesse populaire dans Rome. Le peuple, écœuré par des années de scandale, célèbre bruyamment la disparition de celui qu'il surnomme l'Antéchrist. Les chroniqueurs notent que même les prostituées de la ville refusent de pleurer la mort d'un homme qui a déshonoré l'amour paternel. Lucrèce, alors âgée de 23 ans, accueille cette nouvelle avec un mélange de soulagement et de traumatisme. Libérée enfin de l'emprise incestueuse de son père, elle peut découvrir pour la première fois ce qu'est une existence normale. Mais les séquelles psychologiques de ces abus ne disparaîtront jamais complètement. Isabella et Girolama, les filles cachées, retrouvent une liberté qu'elles n'avaient jamais connue. Placées dans des couvents pour le restant de leurs jours, elles tentent de racheter par la prière les souillures subies. Leur silence définitif emporte avec elles une partie des secrets familiaux. La mort d'Alexandre VI ne met pas fin immédiatement au cauchemar des Borgia. César, privé de la protection paternelle, tente de maintenir son emprise sur l'Italie centrale, mais échoue face à ses ennemis. Contraint à l'exil, il finit par mourir au combat en Espagne en 1507, emportant avec lui une partie des secrets familiaux. Lucrèce, désormais duchesse de Ferrare, s'efforce de reconstruire sa vie loin de Rome et des fantômes de son passé. Son troisième mariage avec Alphonse d'Este lui offre enfin la stabilité émotionnelle qu'elle n'avait jamais connue. Mais les accusations d'inceste la poursuivent jusqu'à sa mort en 1519. Les enfants mystérieux nés des relations incestueuses subissent des sorts divers. Certains sont discrètement éliminés pour effacer les preuves des crimes pontificaux. D'autres sont placés dans des familles nobles complices qui garantissent leur silence. Quelques-uns parviennent à l'âge adulte en portant le poids de leurs origines inavouables. L'Église catholique tente rapidement de faire oublier l'épisode Borgia. Les successeurs d'Alexandre VI effacent méthodiquement les traces de ces crimes, détruisent les documents compromettants, intimidant les témoins survivants. Cette opération de camouflage vise à préserver l'image de l'institution pontificale. Mais la légende noire des Borgia résiste à toutes les tentatives d'effacement. Les témoignages se transmettent oralement, les chroniques secrètes circulent sous le manteau, les accusations ressurgissent régulièrement.
Cette persistance mémorielle révèle l'impact traumatisant de leurs crimes sur la conscience collective. Au fil des siècles, les Borgia deviennent le symbole universel de la corruption papale. Leur nom évoque immédiatement inceste, poison, fratricide, népotisme. Cette réputation sulfureuse dépasse largement leur époque pour incarner tous les abus de pouvoir religieux. Les historiens débattent encore de la réalité exacte des accusations portées contre Alexandre VI. Certains y voient des calomnies d'ennemis politiques, d'autres des faits avérés que l'Église a tenté de dissimuler. Mais la convergence des témoignages et la cohérence des accusations rendent difficile la thèse de la pure diffamation. L'affaire Borgia pose aussi des questions plus générales sur les dérives du pouvoir absolu. Quand un homme cumule autorité spirituelle et temporelle sans aucun contrôle, les pires perversions deviennent possibles. Le Vatican d'Alexandre VI préfigure tous les scandales futurs de l'Église catholique. Cette famille maudite révèle également les dangers du népotisme institutionnalisé. En plaçant ses proches aux postes clés, Alexandre VI a créé un système où ses crimes privés contaminent l'ensemble de l'administration pontificale. Cette confusion entre intérêts personnels et fonctions publiques ouvre la voie à tous les abus. 5 siècles après sa mort, Alexandre VI reste le pape le plus controversé de l'histoire. Aucun autre pontife n'a suscité autant de haine, de fascination et de dégoût. Son pontificat marque un tournant dans la perception de l'Église, révélant au grand jour une corruption qui gangrénait l'institution depuis des générations. Les accusations d'inceste, vraies ou fantasmées, cristallisent toutes les critiques contre la papauté de la Renaissance. Elles symbolisent la décadence absolue d'un pouvoir qui a trahi sa mission spirituelle pour satisfaire les appétits les plus bas. Cette image de pape incestueux traverse les siècles et nourrit encore aujourd'hui l'anticléricalisme. Lucrèce Borgia, elle, est devenue un mythe littéraire et cinématographique qui fascine par son ambiguïté. Victime ou complice, innocente ou perverse, elle incarne l'éternelle question de la responsabilité des victimes d'abus sexuels. Sa beauté légendaire et sa réputation sulfureuse en font l'archétype de la femme fatale. L'art s'est emparé de cette histoire pour créer des œuvres immortelles. De Victor Hugo à Mario Puzo, de Donizetti aux séries télévisées contemporaines, les Borgia continuent d'inspirer créateurs et publics. Cette postérité artistique révèle la force dramatique d'un scandale qui dépasse l'anecdote historique. Les historiens modernes tentent de démêler la vérité de la légende, mais leur conclusion reste prudente. Les preuves formelles de l'inceste manquent, détruites par l'Église ou perdues dans les archives. Seuls subsistent des faisceaux d'indices troublants qui permettent toutes les interprétations. Rome conserve encore les traces du passage des Borgia. Les appartements pontificaux du Vatican, avec leurs fresques somptueuses, témoignent de leur goût du faste et de la provocation. Ces murs ont été témoins des secrets les plus sombres de la papauté, gardant à jamais le souvenir d'un pape qui a fait du représentant du Christ le complice de ses obsessions les plus impures. L'affaire Borgia pose finalement une question fondamentale sur la nature du pouvoir religieux. Comment une institution prétendant représenter Dieu sur terre peut-elle tolérer de telles abominations? Cette interrogation traverse les siècles et trouve des échos dans tous les scandales contemporains de l'Église catholique. Le nom Borgia résonne encore aujourd'hui comme un avertissement sur les dangers de l'autorité sans limite. Il rappelle que même les plus hautes fonctions spirituelles n'immunisent pas contre la corruption morale. Cette leçon d'histoire garde toute sa pertinence dans nos sociétés modernes confrontées aux abus de pouvoir. Alexandre VI et ses enfants incarnent pour l'éternité la face sombre du pouvoir papal. Leur histoire, mélange de faits avérés et de légendes tenaces, révèle les abîmes de perversion où peut sombrer l'humanité quand elle se croit au-dessus des lois divines et humaines. Ce testament moral dépasse largement l'époque de la Renaissance pour interpeller toutes les générations sur les risques de l'impunité absolue.